Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans ce format d'épisode intitulé Let's Try Podcast Demande conseil, j'ai décidé de partir à la rencontre d'experts pour apprendre et comprendre les principales problématiques rencontrées dans le trail. Et pour cet épisode, j'ai de nouveau fait appel à Pascal Balducci, notre entraîneur de trail préféré, qui va nous parler du sujet suivant. Quelles sont les séances clés que je dois mettre en œuvre pour réussir à boucler mon premier trail de 50 km. J'espère que vous allez apprécier cet épisode et qu'il vous apportera plein d'enseignements. Je laisse place à ma conversation avec Pascal Balducci. Et bien aujourd'hui, je retrouve de nouveau Pascal Balducci pour un nouvel épisode. Salut Pascal, comment vas-tu ? Bonjour Nicolas, tout va bien, merci. Pascal, donc j'ai souhaité de nouveau faire appel à toi pour parler d'un sujet qui est, je pense, important pour beaucoup de mes auditeurs. Et notamment, là, je fais un petit coucou à mon frérot qui a en ligne de mire une compétition de ce type là prochainement, qui a eu malheureusement son dernier trail annulé à cause du coronavirus, qui était le Grand Trail du Luberon, qui était un trail de 42 km et je crois quelque chose comme 2500 mètres de dénivelé positif. C'était son premier objectif et il était assez déçu, on devait le faire ensemble. Il était assez déçu de ne pas pouvoir participer à cet objectif-là. Donc je souhaitais faire appel à toi pour éventuellement parler des séances d'entraînement qu'il est nécessaire et indispensable de faire pour se préparer à un objectif trail en montagne de 50 km et environ, on va dire, entre 2500 et 3000 mètres de dénivelé positif, sachant que dans cet objectif-là, il y aurait des descentes techniques et des grosses portions raides. Donc voilà, que ce serait pas forcément un trail roulant. Donc pour synthétiser, un trail de 50 km, 3000 mètres de dénivelé positif, avec des portions assez techniques. J'aurais voulu que tu nous parles un petit peu des différentes qualités qui doivent être travaillées de manière générale pour un objectif tel que celui-ci. Donc c'est de ça dont on va parler au début. Voilà. Est-ce que tu peux déjà nous parler globalement d'un objectif trail de 50 km? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on doit mettre en place et faire attention dans cet objectif-là, pour cet objectif-là? Très bien, c'est un vaste sujet, mais bon, déjà c'est vrai qu'il faut considérer la course en fait en termes de durée d'effort plus qu'en termes de distance, hein. Il faut toujours se méfier des distances parce que tu cites 3000 mètres de dénivelé, de la technicité, tout ça, ça veut dire donc un temps d'effort qui va être considérable. En plus, on pourrait peut-être ajouter des conditions chaudes par exemple, ou même des variations de température importantes qui sont aussi à prendre en compte dans la préparation. Mais bon, c'est vrai que dans un premier temps, voilà, 50 km, 3000 mètres des plus, on va être en moyenne 10, 12, 14 heures d'effort. Donc c'est ça qu'il faut considérer en premier et voir donc quel type de préparation on doit mettre en place pour être au mieux sur ce type d'effort. Le fait que tu cites un dénivelé déjà important, 2500, 3000 mètres des plus, c'est beaucoup. Ça veut dire donc que les modes de locomotion vont être variés et bien entendu, il ne va pas s'agir uniquement de courir, mais il va y avoir de longues périodes marchées, notamment en montée. Il va y avoir de la technicité en descente. Il va y avoir bien entendu aussi des problèmes d'alimentation qu'il va falloir soigner. Donc tout ça, ça va être à mettre en place au cours des entraînements. Donc comme pour toute discipline, on va dire d'abord, on a développé des qualités cardiovasculaires. Donc quand on parle de cardiovasculaire, on parle de VO2 max, de VMA, de PMA, voilà, de seuil. Je crois qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais disons, c'est vrai qu'il faut toujours optimiser ces qualités-là qui correspondent un peu à notre moteur. Donc plus le moteur a une cylindrée importante, mieux on est capable de se déplacer. Mais si c'est nécessaire, en tous les cas, c'est pas suffisant quand on se retrouve en milieu montagnard. Donc à ces qualités cardiovasculaires, il faut ajouter des qualités musculaires qui sont vraiment essentielles dans cette discipline. Alors, qualité musculaire, bien entendu, pour grimper, parce que quand on se retrouve en situation de monter à des pourcentages qui sont importants, mais importants en course, dès qu'on va dépasser 10-15% de pente, on va être assez vite contraint à la marche, parce que ça va être le mode de locomotion qui va être le plus économe, en fait.
Donc, il va falloir être habitué à marcher, peut-être avec des bâtons, ça veut dire des techniques aussi qu'il faut assimiler. Et puis, quand on va se retrouver en descente, les descentes, parfois, c'est pas des endroits où on va récupérer, parce qu'il peut y avoir aussi de la technicité, et puis il va aussi y avoir des contraintes excentriques importantes. Alors, excentrique, ça veut dire que la fibre musculaire s'allonge, et ça, c'est quelque chose qui est très inflammatoire, donc qui, à la longue, mais au sein même de la course, peut déjà provoquer beaucoup de douleurs musculaires. Et c'est ces fameuses douleurs qu'on ressent 2 jours à 3 jours après, et qui nous empêchent parfois ces fameuses courbatures qui nous donnent beaucoup de difficultés à marcher. Juste pour revenir à la pente, je vais donner un petit exemple, parce qu'actuellement, par exemple, on est dans des tests d'effort en laboratoire où on teste beaucoup justement l'économie de course en pente. Il faut savoir, par exemple, que quand on est sur une pente à 15%, donc non technique, c'est-à-dire par exemple sur la route, notre vitesse de déplacement est 2 fois moindre que sur le plat. Tout simplement parce que l'économie de la locomotion, c'est-à-dire l'énergie que je dépense pour me déplacer, elle est 2 fois supérieure quand je suis à 15% de pente que quand je suis sur le plat. Donc si on imagine un individu qui se déplace par exemple à 12 km à l'heure sur le plat, ce qui est déjà honorable, avec la même intensité de course, il ne se déplacera plus qu'à 6 km à l'heure en pente. Pour préciser un peu les 15% de pente, si je ne dis pas de bêtises, pour se représenter, tu avances de 100 mètres, tu montes de 15. Alors, oui, sur une pente faible comme ça, c'est ça. Après, dans la réalité, il faut faire un tout petit peu attention quand les pentes sont plus élevées, parce qu'en fait, le pourcentage ne se calcule pas avec simplement l'élévation, mais c'est en fait, c'est pas l'élévation par rapport à la distance, mais c'est l'élévation par rapport à la distance sur un plan horizontal. Bon, ça, c'est juste un petit détail. Alors, sur des pentes de 15%, il n'y a aucune différence. Sur une pente, par exemple, comme le kilomètre vertical de Fully, on va trouver une différence si on calcule avec simplement, si on prend par exemple 1 km et on s'élève de 1000 mètres, c'est pas 1 km, du coup c'est 1 km 9 à Fully et on s'élève de 1000 mètres. Si on calcule avec ces données-là, on va se tromper, puisqu'il faut prendre au contraire la distance horizontale, c'est-à-dire passer par notre fameux théorème de Pythagore. Mais là, c'est un petit détail. Mais il faut savoir que 15% de pente, en fait, c'est relativement faible. C'est-à-dire pour une course sur route, ça serait quelque chose, une pente élevée. Sur un tapis, c'est déjà pas mal, mais en trail, c'est des pentes qu'on dépasse très 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 souvent. Pour ce trail de 50 km, le temps passé à marcher, notamment au niveau des pentes, va être important et parfois peut être même supérieur au temps couru. Là, je parle pour le cœur du peloton, bien entendu. Donc tout ça, ce sont des choses à prendre en compte. Ça veut dire que, en fait, pour ce type de trail, il faut entrevoir, la locomotion, la motricité, de manière globale, est différente de celle qu'on pourrait avoir sur un 50 km route ou un marathon route, qui pourrait correspondre à peu près en distance, mais pas du tout en temps d'effort, ni en sollicitation musculaire, ni même en habileté mentale, ni même en contrainte en termes d'alimentation, etc. Donc c'est complètement différent. Donc du coup, oui. Avant de, je te laisse poursuivre. Juste faire un petit rappel. Quand on se lance sur ce genre d'objectifs-là, qui sont quand même très exigeants, je pense qu'il faut absolument passer par des trails qui sont plus courts, du style 15, 20, 30 km, avant de se lancer sur ce genre de projet. Voilà. Je ne sais pas si tu peux confirmer. On l'a pas précisé au départ, mais tu as raison, parce que certains athlètes arrivent par exemple en menant du marathon et ne se réfèrent qu'à la distance, et c'est une grosse erreur qu'ils regrettent amèrement ensuite, parce qu'ils n'ont pas du tout, notamment généralement, la préparation adéquate, et on peut se tromper. Donc bien sûr, l'un des premiers principes d'entraînement, c'est le principe de progressivité, et cette progressivité, elle se fait aussi dans les distances en compétition. Donc il faut être passé soit par un peu des week-end shocks ou des petits stages, soit en effet par des compétitions de préparation avec des distances et des dénivelés croissants, de la technicité, etc. Sinon, on a un risque de blessure important, et puis on risque aussi d'être démotivé totalement par l'expérience qu'on va vivre, ce qui n'est pas le but, bien entendu, de l'activité. Donc ensuite, en termes de séances, alors je crois que tu me proposais 3 ou 4 séances par semaine, et tu as raison, parce que c'est je pense, le temps d'entraînement de la majorité des pratiquants, en fait. Tout en sachant, bien entendu, que voilà, le minimum, en effet, c'est 3 séances par semaine si on veut avoir un effet d'entraînement, quelque chose qui soit stable et qui permette de progresser et, on va dire, de s'aligner sereinement sur les compétitions. C'est tout à fait possible de faire ce genre de trail avec 3 entraînements par semaine. On va dire que c'est le minimum.
Donc, on a parlé de qualité musculaire, qualité cardiovasculaire. Ça veut dire que l'entraînement, ça va pas être seulement de la course. Et ça serait une erreur de ne faire que courir pour se préparer à ça, puisqu'on a vu qu'il y a une composante musculaire qui est extrêmement importante et qu'on ne pourrait pas simplement développer sur de la course à pied. Alors, et ça, même si on est en milieu spécifique. Ça, c'est encore une autre dimension par rapport au trail, c'est-à-dire la spécificité. C'est un aspect qui est vraiment primordial, c'est-à-dire on ne peut pas concevoir de se préparer un 50 km avec 3000 mètres des plus si on ne s'entraîne qu'à plat. Ou en tous les cas, c'est très difficile. Bien entendu que ça se fait. Il y a beaucoup d'athlètes qui habitent des régions de plaine autour de Nantes, ou parfois région parisienne, enfin Bretagne, etc., où c'est compliqué de trouver des dénivelés conséquents. Mais justement, on peut mettre en place certains types d'adaptations pour se préparer à ça. Donc ça veut dire qu'on va avoir des séances, je vous ai parlé tout à l'heure de moteur en termes de qualité cardiovasculaire, et quand on parle un peu de musculaire, généralement on parle aussi du coup de la carrosserie, c'est-à-dire il va falloir mettre en adéquation le moteur, la carrosserie, les transmissions pour être en état justement de s'aligner sur ce genre de course. Donc ça veut dire des séances. La première chose qu'on a développée, on va dire, c'est ce qu'on appelle la capacité aérobie, alors qu'on peut parfois assimiler à de l'endurance. C'est deux notions qui sont proches, mais qui ont des petites, des petites connotations physiologiques qui sont quand même un petit peu différentes d'un point de vue technique, mais peu importe. Ce qu'il faut, c'est d'abord développer la capacité à réaliser un effort d'une durée qui va être justement celle du trail. On a dit tout à l'heure 10-12 efforts, parfois plus. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Donc il faut développer cette capacité aérobie, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir évoluer longtemps en montagne. Je dis pas courir longtemps, je dis bien évoluer longtemps en montagne, puisqu'on va avoir du trot, on va avoir de la marche, on va avoir des choses comme ça. Donc ça, c'est une première chose, mais c'est pas parce qu'on doit courir 10-12 heures en compétition, bien entendu, qu'on va s'entraîner à pouvoir courir 10-12 heures à l'entraînement. Voilà, ce raisonnement par analogie, là, il n'a pas de sens, en fait, même si ça a été un raisonnement qu'on a pu retrouver dans l'histoire de l'athlétisme et dans l'histoire des écoles d'entraînement. Qui peut rassurer certains aussi. Voilà, par exemple, je prends l'exemple d'Éric Clavry, champion de France des 24 heures Ironman de France. Pourquoi ces 24 heures, la plus grande séance qu'il ait faite en préparation, c'était 5 heures, par exemple. Ce qui n'a pas empêché ensuite et 59 km de course par semaine en moyenne sur l'année. Et ça n'a pas empêché de faire 272 km le jour J. Voilà, tout ça pour dire que se préparer à une distance longue, c'est plus jouer sur la répartition des charges de travail, sur l'accumulation de ces charges, plutôt que de travailler sur des charges lourdes, isolées. Ça, quelle que soit la discipline, on en est complètement revenu, et surtout les risques de blessures sont très importants. Et est-ce qu'on peut je te coupe, mais est-ce qu'on peut parler par exemple, pour 10 ou 12 heures de course, est-ce qu'on a un seuil minimum de travail, c'est-à-dire est-ce qu'il faut absolument dépasser par exemple les 4 ou 5 heures d'entraînement sur certaines séances ou pas du tout? Alors c'est possible. Déjà, on va introduire l'entraînement croisé, ça me paraît très important. C'est-à-dire même à 3 séances par semaine, on va quand même pouvoir développer aussi l'endurance fondamentale, justement cette capacité aérobie, par de longues séances de vélo, par exemple, vélo, VTT. Et ces longues séances-là vont permettre de développer en fait ce qu'on appelle les adaptations centrales et périphériques, c'est-à-dire au niveau cardiovasculaire, musculaire. On va avoir tous les effets de l'endurance qu'on pourra avoir avec la course, sauf qu'on va enlever justement ces contractions excentriques qui ont des effets très délétères en fait sur l'organisme. Alors elles sont nécessaires bien entendu d'un point de vue musculaire aussi pour qu'il y ait des adaptations, mais c'est pas nécessaire de les avoir sur des longues durées. Donc dans on va dire l'entraînement qui va se dérouler sur plusieurs mois de préparation, l'idéal, ça sera justement d'avoir ces longues sorties en vélo. Si on est en période hivernale, ça peut être du ski, etc. Mais bien entendu, il y a certains moments, soit par les courses de préparation, soit par des week-ends un peu chocs et par des randos-courses un petit peu longues, on va pouvoir monter en effet à 4-5 heures d'entraînement. Ça, c'est tout à fait possible sur des entraînements de type rando-course. Voilà. Mais ça doit rester exceptionnel et se situer à des endroits bien précis dans la préparation. Ça ne doit pas revenir tous les week-ends, par exemple. Je connais certains coureurs qui accumulent comme ça des lourdes charges tous les week-ends pour se préparer, parce qu'ils ont toujours peur de ne pas être prêts le jour J, de ne pas pouvoir tenir la distance.
Et généralement, là encore une fois, on a un risque de blessures aussi accrues, des blessures de répétition, hein, souvent des tendinites notamment, où ça peut entraîner aussi des fractures de fatigue à la longue, enfin, des choses comme ça qui sont assez récurrentes chez les coureurs de trail qui se préparent pour des épreuves relativement longues. Donc encore une fois, on va jouer, alors, on a parlé de progressivité, qui est un principe d'entraînement. Il y a un deuxième principe, c'est aussi l'alternance justement des sollicitations énergétiques. On va alterner des séances courtes avec des séances plus longues, avec des séances qualitatives, des séances plus d'ordre renforcement musculaire, des séances croisées. Et c'est comme ça que l'athlète va évoluer en travaillant en fait la globalité de sa préparation physique et cardiovasculaire. Donc dans les séances indispensables, il y a donc cette séance qu'on pourrait appeler une sortie longue à intensité basse. Alors en milieu spécifique si possible, c'est-à-dire si on est en montagne, bien entendu, c'est l'idéal pour travailler déjà les montées, les descentes. En même temps, il y aura un travail technique. Si on n'est pas en montagne, eh ben, on va quand même faire ces sorties longues, mais on peut les coupler aussi avec du vélo. On peut enchaîner, par exemple, ou en faire du bike and run, des choses comme ça. Il y a la séance d'entraînement croisé vélo VTT qui est aussi vraiment essentielle. Il y a la séance de renforcement musculaire à laquelle on ne peut pas échapper, alors qu'on peut faire soit une séance qui est consacrée au renforcement musculaire. Alors, renforcement, musculation, il y a aussi des variantes, mais dans un premier temps, on va parler, disons, de renforcement, c'est-à-dire du travail musculaire sans charge, qu'on appelle au poids du corps. Il y a énormément d'exercices à réaliser, de demi-squat ou de saut. Ça peut être du saut à la corde, ça peut être des fentes alternées, des fentes sautées, des squat jumps, des counter movement jump. Il y a toute une variété d'exercices à réaliser pour se renforcer, bien entendu. Mais on peut aussi intégrer ce travail musculaire au sein d'une séance de course. On peut par exemple alterner un travail à VMA-PMA avec du renforcement, c'est-à-dire on réalise par exemple, je sais pas, au lieu de faire 10 fois une minute, on fait 10 fois une minute à 100% de PMA et on récupère par exemple par un exercice de renforcement. Ça peut être du gainage abdominal, ça peut être des fentes, ça peut être quelques squats et on repart. Et voilà. Et ce travail-là, il est intéressant parce que c'est moi, ce que j'appelle un travail un peu d'endurance musculaire, ce que Eric Lacroix va appeler du myocross max par exemple. Peu importe le nom, l'important c'est qu'on va un peu simuler les sollicitations musculaires qu'on va rencontrer en trail. En trail, on peut courir par exemple 2-3 km à plat et d'un seul coup, on se retrouve dans une pente très raide où là, on est uniquement en concentrique pur, par exemple. Et puis après, on se retrouve dans une descente où on fait que de l'excentrique. Et voilà, on a des alternances comme ça de sollicitations qui sont difficiles en fait à encaisser pour l'organisme parce qu'on change de fibres musculaires qui vont travailler, donc on change aussi de métabolisme, aérobie, anaérobie, voilà, des choses qui sont relativement difficiles. Donc c'est des choses qu'il faut déjà préparer à l'entraînement et la course en continu en fait ne nous prépare pas du tout à cela, sauf encore une fois si on est en milieu spécifique. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des séances. Bien entendu, il y aura aussi des séances qui peuvent être consacrées à la technique. Alors technique de montée, certes avec les bâtons, mais aussi technique de descente. Ça c'est extrêmement important parce qu'on a déjà dit voilà que la descente c'était vraiment un secteur clé dans le trail parce que on avait des dimensions. On a la dimension musculaire qui est très importante. Mais il y a une dimension. Je te coupe encore une fois. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur cet aspect descente. Comment, alors moi me concernant, j'essaie de travailler la descente, la technicité en descente et effectivement ces efforts excentriques, en descente, sur une sortie dans la semaine et en travaillant un peu en vitesse un peu et en technicité un peu accentuée, mais sur des petites portions de temps parce que j'ai peur de me blesser déjà. Est-ce que cette solution elle est bonne ou pas de ton point de vue? Alors, elle est bonne, mais après, c'est toujours une question d'intensité et de durée dans la sollicitation. Donc, quand tu vas te retrouver, par exemple, dans une descente, notamment sur le trail que tu cites, où il y aura au moins parfois des descentes de 500 mètres de dénivelé négatif d'un seul tenant,
tes petites séances seront peut-être pas suffisantes en fait pour pouvoir encaisser ensuite de ces fortes sollicitations qui vont durer 20-30 minutes, voire plus, hein, parfois sur certains trails, en termes de descente. Donc c'est bien dans le sens où en fait ce renforcement excentrique agit un petit peu comme un vaccin, c'est-à-dire on va sécréter certains facteurs inflammatoires qui ensuite ne seront plus sécrétés lors d'une prochaine descente. C'est pour ça qu'il faut régulièrement faire des rappels en excentrique, et c'est pour ça que c'est très compliqué aussi pour les coureurs de plaine, et même pour les coureurs, des coureurs par exemple qui s'entraînent qu'à plat, des coureurs de route, là je parle, même extrêmement performants, même qui s'entraînent quotidiennement. Ben, ces coureurs-là, si on les met dans une descente un peu importante, déjà 500, 600 mètres de dénivelé, auront des courbatures les jours suivants. C'est ce qu'on appelle casser de la fibre, c'est ce que tu dis? Vous voyez, on peut appeler ça comme ça s'appelle casser de la fibre, exactement. C'est-à-dire on produit tout un tas de facteurs inflammatoires, il y en a une liste incroyable, et qui donne ces douleurs, ces courbatures, mais ces facteurs inflammatoires ne sont plus sécrétés une fois que l'athlète a travaillé justement en descente et a fait ses sollicitations excentriques. Donc c'est pour ça que il faut partir sur une séance d'entraînement en descente par semaine, ou c'est trop? Alors pas nécessairement, parce que celui qui est en milieu spécifique va déjà faire des descentes régulièrement dans son travail. Celui qui n'est pas en milieu spécifique, c'est clair, c'est quelque chose qu'il faut travailler, parce que l'excentricité au sein du renforcement musculaire est plus difficile à travailler que le concentrique ou l'isométrique. Pour rappel, il y a 3 types de contractions musculaires. Enfin, on parle de 2 régimes, c'est un régime isométrique et anisométrique. Isométrique, c'est quand il y a de variation de longueur de la fibre musculaire. C'est quand je fais la chaise, par exemple, ou quand je pousse un mur. Le mur, il bouge pas, mes muscles non plus, ils bougent pas. Pourtant, on produit un effort qui est important. Ou la planche. Et en isométrique, ou la planche, et en isométrique, on est à 110% de la force concentrique. On produit plus de force par de l'isométrique que par du concentrique. Le concentrique, c'est le mouvement musculaire classique, c'est-à-dire quand je plie l'avant-bras, ou quand je commence à marcher, je fais une contraction concentrique, c'est-à-dire les fibres musculaires se rapprochent, ce qui permet de produire le mouvement. Et l'excentrique, c'est quand c'est ma réception, par exemple, lors de la course, donc qui est accentuée en descente avec la gravité. Là, la fibre musculaire s'allonge, et en fait, cette contraction excentrique, elle produit 130% de la force concentrique. Donc ça produit extrêmement beaucoup de force. C'est pour ça qu'on peut travailler en excentrique pour se renforcer musculairement, mais par contre il y a des effets délétères qui sont importants, donc ça il faut vraiment le travailler et le répéter à l'entraînement. Et ce que je disais, c'est compliqué de travailler l'excentrique dans des séances de renforcement musculaire, bien plus compliqué que de faire de l'isométrique et du concentrique. On peut en faire, bien entendu, avec du travail de bond, avec d'autres types d'exercices. Ceux qui ont un complexe peuvent aussi travailler en excentrique de manière un peu plus facile, mais bien entendu rien ne remplace le terrain par rapport au travail excentrique, parce que sur le terrain on aura donc cette dimension musculaire, mais on aura aussi la dimension technique qui est extrêmement importante, et ça c'est un apprentissage, donc il faut prendre le temps de l'apprentissage pour être de plus en plus fluide et de plus en plus économe dans la descente. Et puis il y a aussi la notion d'engagement, et cet engagement, alors les 3 c'est indissociable, c'est-à-dire quand on a le musculaire, la technique, l'engagement, les 3 progressent ensemble. Mais voilà, ces notions-là sont essentielles à travailler, sinon on est défaillant dans ce secteur-là et on prend moins de plaisir et on produit également plus de déchets, et surtout on consomme plus d'énergie dans ce secteur de la course. Voilà. Et c'est pour ça que c'est fondamental, parce qu'un bon descendeur va gagner beaucoup de temps dans la descente, mais en même temps il va économiser de l'énergie par rapport à un mauvais descendeur. Donc c'est vraiment tout bénef de pouvoir bien descendre. Et encore une fois, c'est un secteur du trail où les qualités cardiovasculaires finalement ont une part la moins importante par rapport à tout le reste. En montée, le cardiovasculaire a encore beaucoup d'importance. En descente, parfois, il en a presque plus. Du coup, c'est pas ces qualités-là qui sont premières, ce sont d'autres qualités. C'est le musculaire et le technique. Et l'engagement aussi, c'est-à-dire la qualité d'engagement de l'athlète, mais qui est en lien aussi avec la technique, bien entendu. Donc tout ça, ça se travaille, et on doit consacrer des séances, uniquement à la descente. C'est extrêmement important dans l'entraînement du trailer. C'est assez souvent négligé, malheureusement, parce que souvent les trailers pratiquent des descentes dans leur sortie générale, mais ne font pas un travail spécifique descente, et c'est dommage, parce que je pense qu'il faut passer par ce type de travail. Moi, pour voir beaucoup de
de stagiaires, par exemple dans les stages avec Patrick Board, on réagit beaucoup par rapport aux stagiaires justement dans ce secteur-là, et on a beaucoup de demandes aussi pour des stagiaires qui se sentent en inconfort justement dans la descente. Et parfois, c'est des petites choses, des petits trucs comme ça qu'on leur donne et qui débloquent parfois assez rapidement justement les stagiaires. Parfois, en 1 ou 2 séances, on a pu lever des blocages et voir des personnes qui du coup se retrouvent plus à l'aise dans les descentes et qui prennent plaisir à descendre. Voilà. Donc ça. Moi, de mon côté, pour parler un petit peu de moi, j'ai pas trop le problème de... Je cours énormément au niveau du massif de la Seine-Baume. Donc autant te dire qu'en termes de descente technique, quasiment tous mes entraînements, j'ai la chance de pouvoir profiter de ça. Et c'est vrai que tu constates une évolution assez impressionnante du moment où tu fais ce qu'il faut en termes musculaires et en termes de renforcement. Et après, tout vient avec, quoi, j'ai l'impression. Exactement. C'est-à-dire, si on prend l'exemple d'un coureur, par exemple, qui n'est pas renforcé musculairement ou qui n'est pas gainé, parce que le gainage dans la descente, on voit vraiment toute l'importance de la transmission justement entre le haut et le bas du corps. Et si ces chaînes de transmission-là, s'il y a des maillons défaillants, c'est une catastrophe, parce que du coup, le coureur s'affaisse, il va taper, il va se mettre en arrière, et là, ça va être vraiment la catastrophe assez rapidement. Donc, toutes ces choses-là, elles sont vraiment essentielles, et après ça, tu le retrouves en course, c'est-à-dire une fois que tu as travaillé tout ça, tu t'aperçois que tu es plus à l'aise, mais aussi du coup que tu vas doubler pas mal de concurrents qui vont se retrouver en difficulté. Et c'est vrai que pour beaucoup, alors bien entendu, dans le milieu élite par exemple, c'est un peu comme dans le vélo, c'est-à-dire le Tour de France, un bon grimpeur, c'est aussi un très bon descendeur. Et maintenant en trail, il n'y a pas d'élite qui descendent mal, il y en a qui descendent moins bien que d'autres, mais tout le monde a travaillé maintenant ce secteur-là parce qu'on sait que c'est un secteur clé également. Donc les bons grimpeurs sont aussi généralement des bons descendeurs. Je n'ai pas maintenant de connaissances, moi, parmi les élites, de coureurs qui descendent pas bien, quoi. Et quand j'ai des athlètes qui ont des défaillances là-dessus et qui sont très forts à côté, c'est quelque chose qu'on travaille assez rapidement à l'entraînement et qu'on peut débloquer en une saison. Ça peut devenir de bons descendeurs, quoi. Donc ça, c'est important à travailler. C'est quoi, d'après toi, la principale clé pour améliorer la descente ? Eh bien, encore une fois, c'est compliqué parce qu'on peut donner des tas de conseils, mais les descentes, elles sont tellement variées, c'est-à-dire on a des pourcentages différents, des technicités différentes, et du coup, il y a aussi des techniques différentes. Alors, il y a plusieurs techniques. Si on regarde des vidéos de Kilian, tout le monde a dû voir ça un petit peu. Kilian ou d'autres bons descendeurs sont des gens qui restent beaucoup sur l'avant, c'est-à-dire le centre de gravité est en avant, des coureurs qui vont continuer à avoir une pause sur l'avant-pied. Et ça, c'est fondamental parce que cette pause sur l'avant-pied, ça va permettre encore une fois de jouer sur les structures élastiques au niveau du mollet, au niveau du tendon d'Achille, et ça va permettre un bien meilleur contrôle justement de la descente. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler en entraînement. Alors d'abord sur des descentes courtes et à faible pourcentage, l'engagement, c'est-à-dire quand un athlète se met sur l'avant, qui commence en se laissant tirer un peu comme s'il y avait une corde qui nous entraînait au niveau du nombril, on s'aperçoit finalement qu'on contrôle la descente au lieu de la subir. Si on a un petit peu peur, on a tendance à se mettre sur l'arrière, de courir un petit peu assis, et ça c'est le pire, parce que là on tape, c'est-à-dire on va encaisser à peu près 5 fois le poids du corps à chaque fois qu'on va poser les pieds par terre, alors que si on est sur l'avant, on va l'encaisser que 3 fois, ce qui est une différence fondamentale. On risque de plus glisser parce que le temps de contact au sol est plus long. Voilà, il y a des choses comme ça. Après, il y a d'autres styles de descendeurs, notamment sur les ultras. On voit des coureurs qui abaissent le centre de gravité, qui augmentent fortement la fréquence de la foulée, qui restent très bas et très économes. Et ça, c'est aussi un autre style de descente qui fonctionne également très bien. Donc chacun doit un petit peu trouver son style aussi par rapport à son anthropométrie, sa morphologie, son poids aussi, sa taille, il y a des choses comme ça qui sont importantes. Mais en tous les cas, il faut bien comprendre que c'est un apprentissage. Donc si c'est un apprentissage, c'est quelque chose au début qui n'est pas inné. Au début, ça passe par le cerveau, donc il y a des choses qui sont à corriger, il y a des erreurs, voilà. Et puis petit à petit, les choses se mettent en place. On conçoit bien qu'un très bon descendeur, quand Kilian descend, il n'est pas sans arrêt en train de réfléchir où c'est qu'il va mettre le pied. Tout ça, c'est complètement intégré, c'est des automatismes. Ça passe directement par la moelle épinière, c'est ce qu'on peut appeler des arcs réflexes. Et ça, c'est quelque chose qui se met en place petit à petit. C'est comme le vélo, hein. On ne demande pas à quelqu'un de nous expliquer comment il fait du vélo. Simplement, il est capable d'intégrer ça. Et en stage, c'est pareil, ce qu'on essaye, c'est de faire intégrer justement ça aux personnes. On a beau l'expliquer, tant qu'on ne l'a pas mis en application, ça ne sert pas à grand-chose finalement. Donc il faut le travailler.
sur des pentes progressives. Il faut essayer un peu de s'identifier, parfois voir un peu comment les autres descendent, et puis il faut y aller, il faut répéter, et il faut faire des choses comme ça. Moi, par exemple, parfois sur des sorties longues, parfois je mets le focus assez souvent sur les descentes par rapport à mes athlètes. C'est-à-dire, je leur demande de faire toutes les descentes rapides, plus rapides qu'en compétition. Donc je leur demande une concentration maximale, de se lancer, de se lâcher, de mettre le paquet là-dessus, parce que bien sûr il y a aussi un effort de concentration qui est important, donc il peut y avoir une charge mentale importante dans les descentes. Il va falloir retravailler assez souvent la respiration. Certains coureurs se mettent en apnée en descente, c'est des choses qu'on constate assez rapidement quand on étudie ça, et ça c'est néfaste aussi bien entendu à la bonne oxygénation musculaire, à la récupération. Donc tu disais, pour en revenir où on en était, dans le travail des descentes dans les sorties longues. Ouais, je disais que parfois c'est intéressant de consacrer une sortie longue aux descentes, c'est-à-dire qu'on va faire les montées et le plat à intensité basse, et puis par contre on va se lâcher dans toutes les descentes. Et on va s'appliquer sur la technique, sur la fluidité. On va surtout essayer de prendre du plaisir. Ça doit rester aussi le critère fondamental, c'est vraiment prendre du plaisir, quoi. C'est-à-dire qu'il faut essayer de lâcher un petit peu les peurs, etc., et se dire que la descente est réservée à tous, qu'on peut se régaler, quel que soit son rythme. C'est pas obligatoirement d'aller vite qui va nous permettre de bien maîtriser la descente. Le plus important dans la descente, c'est pas obligatoirement d'aller vite, mais c'est surtout de s'économiser quelque part, et de moins taper, et de gagner en technique, de gagner en plaisir, et ensuite surtout de gagner, on va dire, en pacing, c'est-à-dire de pouvoir, à la fin de la descente, pouvoir enchaîner sur la partie plate ou sur la partie montée qui va suivre. Or souvent, ceux qui descendent un peu vite, parfois trop vite, ou qui maîtrisent mal la descente, ont énormément de difficultés ensuite à enchaîner les difficultés. Donc ils vont faire une bonne descente, mais si après ils ne sont pas capables d'enchaîner ce qui va suivre, ça sera néfaste à la performance globale, quoi. Donc on a parlé de l'endurance avec le seuil aérobique, on a parlé du renforcement musculaire, on a parlé du travail technique. Tu m'as pas parlé du tout de vitesse ou de travail en côte. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces deux aspects-là ? Alors, j'ai pas parlé de vitesse. Alors, par vitesse, je pense que tu parles de vitesse maximale aérobie, ou on a parlé un petit peu de séances spécifiques de travail en vitesse. Est-ce que c'est utile dans ce type de préparation ? Alors, bien entendu que c'est utile. J'ai pas commencé par ça, même si d'habitude on me taxe souvent d'être un entraîneur un peu trop qualitatif, mais j'ai pas commencé par ça parce que par rapport peut-être au public que l'on cible, le plus important, encore une fois, ça va être de développer cette capacité aérobie pour être en mesure de couvrir la distance en minimisant le risque de blessure et en optimisant sa performance. Ça, c'est l'essentiel. Par contre, dans l'entraînement, du coup, si on a que 3 séances par semaine, il va falloir privilégier ce type de travail. Mais cela n'empêche pas, bien entendu, de garder une séance qualitative. Et cette séance qualitative, elle peut se faire à plat, elle peut se faire en effet en côte, peut se faire sur tout terrain, en vallonné, etc. Donc quand on a parlé tout à l'heure de qualité cardiovasculaire, on a parlé un tout petit peu, je crois, ou pas, mais on en reparlera après, de VO2 max. C'est-à-dire, on a parlé de moteur et on a parlé de cylindrée. Et cylindrée du moteur, c'est le VO2 max, c'est-à-dire la consommation maximale d'oxygène, c'est-à-dire en fait la capacité de l'organisme à prélever l'oxygène dans l'air par le système ventilatoire, de le distribuer par le système cardio-circulatoire et de le consommer au niveau musculaire. Ça, c'est extrêmement important. Et ça s'optimise, ces qualités cardiovasculaires, donc ce moteur, ça s'optimise justement par un travail qualitatif et pas uniquement par un travail qualitatif. Dans tous les cas, ça s'optimise par ce type de travail-là qu'on dit à VMA ou à PMA. Donc VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. Quand on est justement à sa consommation, on est autour de sa consommation maximale d'oxygène. Et puis la PMA, c'est la puissance qui est développée quand on est justement au maximum de sa puissance. On parle de PMA en fait quand on est en terrain vallonné ou quand on est en côte. Voilà. Quand on n'est pas à plat, on parle de PMA. Et quand on n'est pas à plat, on parle de PMA. Et quand on est à plat, bien entendu, on va parler de vitesse. Et après, on sait qu'en montée, ou même en descente, la vitesse, elle est plus en lien vraiment avec l'intensité de l'effort. Elle est en lien avec le dénivelé avant tout.
Voilà, donc bien entendu, alors c'est important à plus d'un titre pour développer les qualités cardiovasculaires et c'est important aussi pour diminuer la monotonie de l'entraînement et pour permettre justement une bonne alternance des sollicitations énergétiques, le principe d'entraînement qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc on peut tout à fait faire une séance, alors soit de VMA à plat, de type je sais pas, moi, par exemple, des 1 minute 40 secondes. Il y a énormément de séances, hein, ça serait très compliqué à détailler tout ça. Mais en gros, on va travailler sur des séances dont les durées d'effraction sont inférieures à 3 minutes pour un volume global d'une vingtaine de minutes. D'accord. Voilà. Et avec un temps de récupération qui est au moins inférieur à la moitié du temps de travail. Par exemple, si j'aligne des 3 minutes, je vais récupérer maximum une 30. Si je cours voilà, des 1,30, je vais récupérer au maximum 45 secondes. Voilà, des choses comme ça. Là, on va développer l'AVMA, qu'on aura évalué, bien entendu, avant par des tests spécifiques. Ensuite, on a tout un travail de côte. Alors, on peut réaliser un travail de PMA en côte. C'est-à-dire, je me mets dans une longue côte et je peux répéter, par exemple, des 1 minute en côte. Là, je travaille ma PMA voilà, en spécifique, c'est-à-dire en montée. Mais je peux aussi avoir un travail de côte sur des vitesses plus élevées. Alors là, on n'est plus dans un travail de type aérobie, mais on a un travail de type anaérobie, mais avec une visée aussi peut-être de développement musculaire, de travail de la puissance, de la force, etc. Donc ça, c'est un travail qui n'est pas inintéressant non plus. De temps en temps, consacrer une séance de côte, par exemple sur des côtes de 80 mètres avec des pentes plus ou moins importantes, et où là je vais travailler, on va dire à 120% par exemple de PMA, ou entre 80 et 100% de ma vitesse maximale par exemple. Alors ça c'est un travail qui est quand même réservé à des athlètes qui sont déjà suffisamment entraînés. C'est pas un travail qui s'introduit comme ça ou qui se fait tout de suite. Il faut être progressif aussi bien entendu dans les vitesses qu'on va solliciter. Donc c'est important de considérer ça aussi comme ça. Mais c'est en effet un travail aussi qui peut être important, ce travail de côte, mais du coup ça va pas être le plus important par rapport aux objectifs là qu'on s'était fixés. Donc dans nos séances clés, on va dire oui, on a des séances de PMA, de PMA VMA, on va dire, qui peuvent se faire en côte plat. On va avoir des séances aussi d'intensité spécifique, c'est-à-dire d'intensité. Alors généralement sur un trail long, l'intensité spécifique, elle se rapproche assez fortement de l'endurance fondamentale. Du coup, on est dans le même type de séance. On peut avoir des séances aussi de développement du seuil anaérobie ou du seuil ventilatoire 2, mais je crois qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure. Dans un autre épisode. Dans le prochain épisode, on remet sur cet aspect-là, ouais, un peu plus précisément. Exactement. Mais c'est important parce que ça augmente justement l'endurance aérobie de l'athlète. C'est-à-dire, plus je recule ce deuxième seuil, plus je vais pouvoir travailler à des intensités de plus en plus élevées sans générer des déchets métaboliques qui vont mettre fin justement à l'effort. Donc c'est important de reculer justement ce deuxième seuil et de travailler là-dessus. Voilà, on a parlé des séances d'entraînement croisées. On a parlé de séances spécifiques descente, donc, et la fameuse sortie longue. Voilà, quand on a fait déjà et séances de renforcement musculaire. Donc, je crois que là déjà on a fait le tour. Et alors, bien entendu, ça veut dire qu'on peut pas mettre toutes ces séances dans la même semaine. Donc, il va falloir également alterner. Voilà, des séances qu'on va retrouver une fois tous les 15 jours, parfois une fois toutes les 3 semaines. Tout dépend où on en est dans sa préparation et tout dépend également quels sont ses points forts, points faibles. Parce qu'encore une fois, le trail a cette spécificité aussi. Vraiment, on se prépare en tenant compte de son passé sportif, savoir d'où on vient, ce qu'on a fait auparavant, et aussi de son lieu d'habitation. Voilà. Autant pour un coureur sur route, qu'on habite Nantes, Paris, Font-Romeu, on va retrouver le même type d'entraînement à peu près dans les mêmes conditions. Pour un trailer, c'est complètement différent. Et le passé sportif a aussi beaucoup d'importance en fait, hein, notamment si l'athlète a pu développer son endurance aérobie dans un sport porté, par exemple en ski, en vélo, en raid, etc. Ou non, ou si simplement il vient de la course à pied ou d'une autre activité. Et on aura donc un background complètement différent et donc une préparation aussi qui va être différente. Et j'entends aussi souvent dans les podcasts américains notamment, il est apparemment effectif que si, par exemple, quelqu'un comme moi qui vient du foot, apparemment ça joue énormément sur la capacité à gérer les changements de direction. Donc ce sont des sports qui aident énormément à la pratique du trail.
dans l'historique sportif? Alors, exactement. Alors, moins que d'autres, mais le foot, en effet, tu parles de changement de direction, mais qui sont pas. Alors, il va améliorer surtout ce qu'on va appeler la cinétique de VO2, c'est-à-dire la capacité de t'adapter rapidement à des variations d'intensité. Et ça, c'est une notion qui est très importante et qui est négligée par une grande majorité d'entraîneurs. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose qu'on doit travailler à l'entraînement. Alors, ça mériterait un sujet C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est que la répétition d'efforts vifs et rapides dans le foot aide à développer des capacités pour le trail. Voilà, ça aide, c'est ce qu'on appelle l'ajustement de la fourniture aérobie, c'est-à-dire ajuster la fourniture d'oxygène à la demande. Or, en trail, vu qu'on a des variations de terrain assez importantes, il y a justement des demandes en oxygène qui peuvent être importantes. C'est-à-dire, je suis à plat, d'un seul coup, je me retrouve dans une montée qui va entraîner pour beaucoup une augmentation de l'intensité de l'effort. On a besoin d'ajuster rapidement. Parce que si cette fourniture aérobie n'est pas ajustée, c'est-à-dire si je n'ai pas mon apport en oxygène là où j'en ai besoin, c'est le métabolisme anaérobie qui prend le relais, et ce métabolisme anaérobie produit rapidement des déchets, donc qui vont entraîner une acidose musculaire. Et puis le football entraîne, ou d'autres sports entraînent également, permettent aussi d'avoir des VMA relativement développés assez rapidement, et ça c'est aussi une qualité du coup qui est importante. Par contre, ça ne développe pas une endurance aérobie importante comme peut le faire le ski de fond, le vélo, etc. Donc il y a des points forts et des points faibles par rapport à ça. C'est tout à fait juste. Je vais te demander, avant de terminer l'épisode, je suis obligé de te demander, pour essayer de simplifier un petit peu tout ce qu'on vient de dire pour nos auditeurs, on va dire on part sur 2 semaines. On va pas parler de la période pré-objectif qui précède. On va dire que la période pré-objectif, on va essayer d'enchaîner quelques week-end blocks et quelques sorties un peu plus longues, donc ça on l'a déjà dit. Mais globalement, sur une période de 2 semaines à 3 entraînements par semaine, est-ce que tu peux éventuellement nous donner un programme qui te semble cohérent? Après, je sais que c'est pas évident en fonction, comme tu l'as dit tout à l'heure, de l'environnement du coureur et tout, mais si tu peux nous donner Bien entendu, mais ça peut varier. Encore une fois, alors moi je préconiserais justement une grande variété des séances, c'est-à-dire jamais répéter les mêmes choses. Donc par exemple, on pourrait imaginer une première séance avec un travail spécifique descente. Alors soit sur un parcours, ça peut être 1 heure, 1 heure et demie de parcours, voire 2 heures, peu importe, tout dépend où on en est, et puis en mettant l'accent sur les descentes. Pour ceux qui sont bien entendu en descente, pour ceux qui n'ont pas de parcours spécifique, ça peut être, tout le monde peut trouver une descente même courte, ça peut être répétition par exemple d'accélération en descente, et on remonte au trot en récupérant dans la montée, mais même si on a 50 mètres de descente, eh bien le fait de se lâcher dans cette descente, c'est-à-dire de se mettre à vitesse élevée, va nécessairement taper et donc travailler en excentrique, et donc c'est une donnée qui peut être intéressante. Ensuite, la deuxième séance, ce serait par exemple une séance au seuil, pourquoi pas, donc au seuil anaérobie, donc il faut maîtriser à peu près cette notion de seuil, mais en gros on va dire que ça peut être une séance de 3 fois 10 minutes ou 3 fois 2000 mètres, récupération 3 minutes trop. 2000 mètres où on se met à la limite de l'hyperventilation. Ça peut être un repère, donc c'est-à-dire à la limite de l'inconfort. Et ça, je pense que la plupart des coureurs ont ces repères-là en tête. Quand on a une vitesse régulière, on voit quand on commence à basculer un peu du côté sombre, c'est qu'on est justement sur cette ligne rouge qui est justement ce deuxième seuil. Donc une séance avec un échauffement complet. Alors, j'insiste sur l'échauffement complet, c'est juste un petit trot, ça ne suffit pas. Donc c'est une vingtaine de minutes qu'on complète par des éducatifs, qu'on complète par quelques accélérations. Talons fesses, lever de jambes. Voilà, exactement, tout un tas d'éducatifs, on peut mettre un peu de gainage au milieu, on se fait quelques lignes droites, et après on est prêt pour la séance complètement. Donc c'est mieux de faire une séance discontinue qu'une séance continue, elle sera plus effective. Pourquoi ? Parce que vous allez partir en étant bien plus chaud d'un point de vue musculaire, d'un point de vue conduction nerveuse, etc. Et ça va donc améliorer déjà la cinétique dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, la séance va être efficace bien plus rapidement. Et ensuite, on enchaîne par exemple sur un 3 x 2000 récupération 3 minutes ou sur un 3 x 10 minutes récupération 3 minutes. Et là, on a fait une bonne séance de seuil et donc, on termine par un de 10-15 minutes. Intro de 10-15 minutes, pardon, excuse-moi. Voilà, derrière pour récupérer à la fin.
Et puis ensuite, la troisième séance, ce serait une séance d'entraînement croisé, donc une sortie soit du vélo de route, soit du VTT. Alors le VTT est apparemment plus efficace parce qu'on a un travail musculaire un peu plus important, parce qu'on va mimer aussi les variations d'intensité qui sont dans le trail, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une sortie moins longue si on va en VTT qu'en trail. On peut faire une sortie 2 heures VTT, ça vaut 3 heures de vélo de route, quoi, à peu près, hein, c'est ce qu'on peut considérer. J'en profite pour te poser une question. Moi qui suis adepte de VTT, est-ce qu'il y a une différence en travail en danseuse en VTT ou assis? On va retrouver ça en trail quand tu es dans une forte montée, par exemple, et que tu vas marcher, donc en poussant, en étant, j'allais dire, c'est la position assise, et aussi tu vas encore essayer de trottiner un petit peu, parce qu'on va pas solliciter les mêmes chaînes, en fait. On va travailler sur les chaînes postérieures ou les chaînes antérieures, et on s'aperçoit bien, hein, quand tu pédales en danseuse, et quand tu te remets assis, il y a des petites douleurs musculaires parce qu'il y a un changement justement aussi de muscles qui travaillent et de typologie de fibres. Donc, et le fait d'alterner, ça permet aussi de reposer certains groupes musculaires, donc des chaînes, de fait de passer en danseuse à assis, danseuse, assis, etc. Et ça permet du coup d'aller plus loin. Et c'est exactement la même chose en course à pied, c'est-à-dire qu'on va le fait d'alterner un peu de trot et un peu de marche, ça va permettre aussi d'améliorer finalement son endurance dans la montée. Donc c'est une donnée qui est intéressante et c'est intéressant d'alterner justement. Donc en effet, c'est pas la même chose de travailler en danseuse ou de travailler Mais les deux sont utiles pour le trail. Tu vas travailler principalement sur les chaînes postérieures, c'est-à-dire les fessiers, les ischios, etc. Et quand tu es en danseuse, c'était plus sur les chaînes antérieures, donc notamment sur les quadriceps. Tu vois bien quand tu pousses, voilà. Bien entendu, tout travaille aussi conjointement, mais il y a des chaînes qui sont plus ou moins sollicitées selon la position, bien entendu, sur le vélo. Très bien. Donc là, on en est à la troisième séance de la première semaine. Voilà, qui était une séance donc plutôt d'entraînement croisé. Ensuite, la semaine suivante, on peut enchaîner sur une séance de VMA, PMA. Alors ça peut être plein de choses, mais moi je préfère que les athlètes finalement privilégient vraiment ce travail à PMA en ciblant ciblant pas obligatoirement la vitesse. Trop souvent, quand on va sur les stades, on voit que c'est pas de la VMA en fait qu'on voit si les personnes font par exemple des 30-30 ou même des séances un peu différentes. Souvent, c'est plutôt de la capacité anaérobie lactique. Bref, c'est des détails, mais ce que je veux dire, c'est que la récupération doit être plutôt courte et active. On ne fait pas de la VMA en récupérant en marchant, par exemple. La récupération, elle doit être à 50-60% de VMA, PMA. C'est-à-dire, si je fractionne à 18 km à l'heure, il faut quand même que je cours au milieu à 9-10 km à l'heure. Et du coup, c'est même plus élevé pour ceux qui fractionnent à 15 km à l'heure. Il faut qu'ils récupèrent aussi à 9-10 km à l'heure. La récupération doit être active et pas passive. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de rester aussi plus haut dans les fréquences et de tout de suite mieux solliciter justement VO2 max et d'avoir un travail global qui soit plus intéressant et qui permet de développer VO2 max. Si la récupération est trop importante, si l'athlète a une cinétique de VO2 qui est faible, justement, il va mettre plus de temps avant de rentrer chaque fois dans les zones et finalement la séance sera pas très profitable. Donc par exemple, ça peut être une séance de 12 fois 1 minute 40 secondes. Voilà, c'est un type de séance. 1 minute à 100% de VMA ou PMA et 40 secondes de récup trop. Et on enchaîne comme ça. Voilà. Après, à la place, on peut faire aussi, alors je mets du coup une autre option, une séance que j'appelle d'endurance musculaire par exemple. Donc je fais 12 fois 1 minute, donc là je peux faire un circuit, ou alors 12 fois un circuit nature qui correspond à peu près à 1 minute, et je récupère sur 30-40 secondes par un exercice de renforcement. Donc je peux alterner, ou je peux faire toujours la même chose, mais je peux alterner par exemple 30 secondes de demi-squat, ou 30 secondes de gainage abdominal, ou 30 secondes de fente alternée, et boum, je repars sur une fraction de 1 minute. Ça peut paraître un peu violent au départ, mais au bout de 3-4 fractions, on a pris son rythme. Alors bien sûr, on n'est plus à 100% de VMA, on est autour des 90%, mais c'est un travail qui est très utile d'un point de vue cardiovasculaire et musculaire. Donc là, on travaille les deux composantes sur une même séance, et c'est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant, encore une fois, à l'entraînement, c'est là pour stimuler l'organisme, pour provoquer un stress qui va permettre justement à l'organisme de s'adapter
et d'élever son niveau justement de performance. Donc si on reste tout le temps dans le confort d'un même type de séance, on progresse une fois, deux fois, puis après on stagne, voire on régresse. Donc c'est important de varier. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette séance de VMA, on va garder quand même une sortie aussi longue. D'ailleurs, je ne sais même pas si on l'avait mis la semaine précédente, non, mais il faut placer. Voilà, donc là, on place une sortie longue. Alors, sortie longue, elle est aussi progressive. Hein. Ça peut être 1h30 au début. Ça peut aller jusqu'à 2h30. Moi, généralement, chez mes athlètes, je dépasse rarement 2h30 de sortie longue. Encore une fois, on était loin de l'objectif, on est dans un cycle de préparation. Alors après, c'est sûr que si on est plusieurs, si on est sur un parcours un peu différent, montagne, etc., bien sûr qu'on va pouvoir augmenter parfois les durées d'effort. Donc on peut monter jusqu'à 3 heures, voire plus. Mais encore une fois, il faut mieux réserver ça pour les week-end chocs. Si on est en période de préparation, inutile d'aller plus longtemps que ça parce que ça peut générer des fatigues dont on maîtrise mal la récupération. Donc c'est important justement le but c'est d'accumuler les séances, donc d'accumuler ces charges pour faire une charge globale importante. C'est pas d'avoir une grosse séance qu'ensuite on sera pas capable de récupérer. Petit message à Thomas, voilà. T'avais raison. Je te laisse continuer, Pascal. Voilà. Et puis ensuite, on a mis de la VMA, on a mis une sortie longue. J'essaye de voir un peu pour on est à 5 séances là sur 2 semaines. Voilà, bon, c'est déjà pas mal, mais on peut encore compléter encore une fois par de l'entraînement croisé que je replacerai là. Et dans cet entraînement croisé, rien n'empêche non plus de mettre un tempo, par exemple, hein, d'avoir, si c'est du vélo-route, voilà, d'avoir soit des petites fractions sur 10-15 minutes où on met un peu plus de tempo, soit un travail en côte avec de longues côtes dans laquelle on va pouvoir travailler l'endurance de force, par exemple. Voilà, on dit je reste assis pendant 15 minutes et on se met aussi sur des notions, des intensités d'endurance active seuil. Et là, on travaille ce qu'on appelle l'endurance de force, qui est une notion extrêmement importante aussi en trail, qu'on peut développer par ce type d'activité, justement, sur le vélo, quoi. Donc ça, c'est important. Très bien. Voilà. Après, ça peut être aussi une séance d'home trainer et de renforcement musculaire, c'est-à-dire un échauffement home trainer, une séance de renfort à la maison sous forme de circuit training, et puis une récupération home trainer. Voilà. D'accord. Ça peut être aussi une séance extrêmement utile. Ok, bon, très bien. Bah, c'est assez clair, hein. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Tu veux aborder un autre point sur ce sujet-là ? Non, parce que ça serait très vaste, encore une fois. Donc, je pense qu'on a fait déjà le tour, je pense, des choses principales à connaître. Après, il faut, encore une fois, pas hésiter un peu à tâtonner, à se renseigner, et puis varier ses entraînements. C'est extrêmement important. Voilà, quand on n'est pas du milieu, c'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué d'avoir. Il y a un manque de communication en termes d'entraînement. C'est vrai qu'il y a des magazines et des choses comme ça, mais beaucoup de gens sont un petit peu perdus par rapport à leur pratique. Et j'en rencontre énormément dans les stages, etc., qui font un petit peu toujours la même chose à l'entraînement. Et je rencontre aussi beaucoup de gens qui sont blessés de manière récurrente, voire permanente, et qui sont un petit peu perdus par rapport à ça, parce qu'ils sont toujours dans la peur de ne pas faire assez par rapport à déjà un 50 km. Mais alors imagine un ultra, c'est encore pire, quoi. Et souvent, on a ce raisonnement par analogie qui n'est pas bon du tout et qui nous emmène tout droit à la casse. Et puis, éviter aussi de raisonner par rapport à certains modèles d'athlètes qui ont un type d'entraînement qui fonctionne pour eux. C'est pas pour ça que ça va fonctionner pour les autres. Alors, c'est clair qu'on est tous différents et qu'il faut adapter ces principes d'entraînement. Mais globalement, si déjà on connaît les principes d'entraînement, ça aide à progresser, donc la progressivité, la permanence des sollicitations, la spécificité, le principe de transfert qu'on a évoqué via l'entraînement croisé, voilà, ça ce sont des principes fondamentaux. Si on les applique, on progresse et on évite la blessure dans 9 cas sur 10. Parfait. Pascal, écoute, je te remercie, ça a été super instructif et de mon point de vue clair. J'espère que ça le sera pour les auditeurs. Et puis on se retrouve dans un court moment pour un prochain épisode. On parlera, comme tu le disais tout à l'heure, de trail et de fréquence cardiaque. Donc on évoquera ces sujets-là en abordant la VMA, la PMA, les seuils ventilatoires, etc. Donc on rentrera un petit peu plus dans la technique. Je te remercie énormément, Pascal, et puis je te dis à la prochaine. Merci, au revoir à tous. Allez, salut Pascal, salut, merci.
Et voilà, chers auditeurs et auditrices, cet épisode est à présent terminé. J'espère que comme moi vous avez passé un agréable moment et que vous avez appris pas mal de choses en ce qui concerne ce sujet. Je remercie de nouveau Pascal Balducci d'avoir répondu à ma demande et de nous avoir apporté tout son précieux savoir. Si vous voulez en savoir plus ou rentrer en contact avec Pascal Balducci, je vous invite à le rejoindre sur son site internet pascalbalducci.wixsite.com. J'espère pouvoir vous retrouver dans un prochain épisode du LDP. Et d'ici là, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Trail. Et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut, salut!